Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Après une semaine de repos, mais où vous avez eu un space, notamment avec Constant qui est avec moi comme d'habitude. Comment ça va, Constant? Ça va, bonsoir ou bonjour à vous. Très content de vous retrouver là pour ce petit podcast. Encore une fois, hein, on se répète, mais dans une période qui est quand même assez agréable pour le Thunder. On voit beaucoup de bonnes performances, même si c'est un peu plus sur courant alternatif là cette semaine. Mais effectivement, très heureux de vous retrouver. On a fait un petit space la semaine dernière avec un invité de marque. Qui a dit beaucoup de bonnes choses sur nous. Donc voilà, on revient à un truc un peu plus tradit, mais pas moins intéressant, je vais dire. Bon, c'était un sacré mois de janvier pour OKC, entre les articles de presse nationale, les podcasts sur tout le temps sur OKC, globalement le jeu produit, le bilan, le rating, enfin tout ce que vous... C'était du poulet, on va dire, le mois de janvier pour les Ouais, fans d'OKC. c'était bien, on a bien mangé. C'est le meilleur mois d'OKC depuis la saison 2019-2020, hein. Faut être honnête, hein. Thunder c'est le meilleur mois depuis 3 ans, hein. Depuis la reconstruction, depuis le trade de Chris Paul. De toute façon, le Thunder n'a pas aussi bien joué sur une période aussi longue, de toute façon. Non, c'est sûr. Là, on arrive bientôt à 50 matchs, on est à 49 matchs, on est à 24-25 pour le bilan, à égalité à la 10e place. On est 8 matchs avant le All-Star Break pour un petit peu situer où ça se situe, donc on s'approche à grands pas. Et bien sûr, à ce moment-là, on pourra voir où on en est. Mais c'est l'opportunité, cet épisode, de voir ce que toi et moi, on aimerait pour la suite de la saison, ou plutôt... est-ce qu'on est sur quelque chose de full compétitivité? Est-ce qu'on attend un peu plus de développement? Est-ce que voilà, quels sont nos espoirs peut-être pour cette fin de saison? C'est ce qu'on va se discuter aujourd'hui autour de quelques thèmes. Déjà, juste pour confirmer un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le mois de janvier est très bon pour OKC. On est déjà surpris de ce qui est produit et d'avoir un bilan presque à l'équilibre au bout de 50 matchs. On est en course pour les playoffs, on a déjà gagné autant de matchs que l'année dernière, alors qu'il en reste 33. Plus que l'over-under de Vegas déjà. Ouais, déjà. Donc c'est bien entendu pour l'instant une énorme satisfaction cette saison. Mais Constant, est-ce que tu peux me dire toi un petit peu comment tu te sens en ce moment? Et je suis assez d'accord avec toi que bon, c'était très bon début janvier, là c'est un peu plus poussif ces derniers matchs, même si on continue d'en gagner, qui est pas mal au final. Ouais, c'est un peu poussif sur les derniers matchs, bah aussi parce que t'as moins d'adresse que sur les précédents matchs où vraiment, enfin quoique face aux Hawks et face aux Cavs là, puisqu'on enregistre juste après la victoire face aux Cavs, t'avais pas mal d'adresse à 3 points, mais c'était justement peut-être que tu peux reprocher à ce Thunder sur les précédents matchs, c'est que tu ne vivais en attaque que par ton adresse à 3 points, et dès que t'avais plus d'adresse à 3 points, tu te faisais très vite défoncer. Non, bah. Oui, c'est une semaine qui est un peu moins bien, mais il faut voir les match-ups aussi. Tu joues Atlanta, qui est pas cadeau en termes de qualité sur tes faiblesses. Atlanta, c'est pas cadeau. Cleveland, c'est pas cadeau. Sacramento, c'est encore moins cadeau. Voilà, t'as réussi à battre Denver difficilement, encore une fois, alors qu'il y avait ni Michael Porter Jr. ni le triple MVP, le futur triple MVP. Mais t'arrives à les battre chez eux. Ça faisait 16 matchs de suite qu'ils n'avaient pas perdu. Ils venaient d'en coller 25 à Indiana sans Nikola Jokic aussi. Donc il fallait gagner ce match à Denver. Donc voilà, globalement c'est une saison très satisfaisante. Mais satisfaisante dans le sens où non seulement on voit des belles choses sur le terrain, mais aussi le Thunder fait fermer pas mal de bouches de pas mal de détracteurs qui avaient certains doutes, pour être un peu poli sur le Thunder en début de saison, qui a manqué un petit peu de respect à cette équipe, et de voir que victoire après victoire, il y a certaines vestes qui commencent à être un peu réversibles. Ça fait plaisir. Je dis pas que nous on était des génies et qu'on avait prédit que le Thunder allait nous sortir une saison jusqu'ici quasi à l'équilibre, mais de voir que le Thunder on montre un peu de respect à cette équipe et pas uniquement à Shai Gilgeous-Alexander. Après cette farcie quand même 2 ans de critiques à répétition souvent injustifiées, ça fait particulièrement plaisir. On est quand même passé très vite de l'équipe qui fait que tanker, qui joue victoire, à une des équipes à suivre sur cette saison quand même, parce que... Alors on est passé de Tank for Victor à ils ont le meilleur futur young core de la ligue. Ouais, ça allait très vite. Et à une équipe
qui petit à petit se mêle à la course des playoffs, hein, parce qu'on n'est même plus au niveau du play-in, là c'est les playoffs, donc on peut viser hein, potentiellement. Hein. Vraiment, je suis comme toi, je suis très satisfait, bien sûr surpris, hein, parce qu'on pouvait difficilement anticiper. Il y avait un monde où on pouvait se dire, bon, Shea continue sur la fin de saison qu'il avait fait l'année d'avant, il score à outrance, tu as un guidé qui revient, tout le monde reste en bonne santé, etc. Et t'avais un monde où tu t'étais un peu plus compétitif. Après, à ce point-là, et avec une conférence Ouest aussi dense, aussi serrée, c'était difficilement prévisible parce que là, au final, t'as plein d'équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche et le classement change toutes les nuits, hein, globalement. Bah, disons que en plus, c'est toute la magie de cette conférence Ouest, c'est qu'il y a vraiment des streaks, mais de partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de winning streak, et puis d'un coup, il y a beaucoup de losing streak. C'est-à-dire que si bel et si bien que on est le 28 janvier, le Thunder a 2 défaites de moins que les Pels 4e. C'est pour dire, voilà, donc le Thunder est à 2 défaites même 2 victoires, mais faut pas regarder le nombre de victoires, faut regarder le nombre de défaites. Si tu as des défaites de retard, tu peux compenser ça en gagnant. Enfin, non, si tu as des victoires de retard, tu peux les compenser en gagnant des matchs. Si tu as des défaites de retard, tu peux pas les rattraper. Donc, quand vous regardez un classement, regardez toujours le nombre de défaites et pas le nombre de victoires. Mais oui, le Thunder est à 2 défaites de la 4e place, le Ouais, 28 janvier. Ça, je pense qu'on pouvait difficilement le prévoir. Après, la grosse satisfaction, c'est d'abord les progrès offensifs, mais ça, on a eu l'occasion d'en parler dans notre bilan de mi-saison. C'est ce qui est produit en attaque par tous les joueurs, c'est ce young core qui se développe. C'est vraiment la grosse satisfaction. Là, je suis un peu comme toi, un peu plus. Bon, c'était plus compliqué ces derniers matchs, comme tu l'as dit, avec des match-ups difficiles et des grosses équipes en face, hein, il faut le dire. Sacramento, c'est très fort cette année, les Cavs aussi. Mais défensivement, tu sens il y a des moments où tu es un peu plus en difficulté et que tu te reposes du coup sur ton attaque qui est devenue bien meilleure, que tu te reposes bien sûr sur Shea, mais tu te reposes un petit peu sur ton attaque. Et bizarrement, le match contre Denver qui est gagné, c'est le match où ça défend le mieux là ces derniers temps. Bon, bien sûr, Jokic n'était pas là. Mais mi-temps contre Cleveland, ça défend fort. Ouais, très fort. Ouais, mais c'est ça qui te fait gagner, encore une fois. Donc, on reste dans ce que j'avais imaginé, dans ce que je voulais. C'est que, au final, c'est la défense qui te fera gagner les matchs pour cette équipe-là. Hein. Bon, bien sûr, tu peux prendre feu, etc. Mais je pense que c'est important de garder ce minimum d'identité défensive et de viser le top 10 en defensive rating année après année. Je crois on l'est actuellement. On est 8e. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu ce topo là de 50 premiers matchs, on va dire, et en plus il y a le bilan de mi-saison que les gens pourront retrouver s'ils veulent un peu plus de détails là-dessus. Parlons de la suite de ces 33 derniers matchs restants. Bon, on l'a dit, la course au play-off, play-in est archi serrée. Et il y a des équipes un peu dans tous les cas de figure, il y a des équipes qui sont peut-être plus vouées à chuter ou à trader des joueurs, il y a des équipes qui vont vouloir absolument remonter et peut-être vont être plus agressifs sur le marché. Comment tu te situes toi par rapport à ça, par rapport au OKC? Est-ce que on reste sur la même chose? Est-ce qu'on essaie d'accélérer le fait de jouer la compétitivité? Est-ce que on continue le développement? Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment toi tu gérerais cette fin de saison et quelles sont un peu tes attentes? Alors déjà, faut séparer pour moi en 2 axes cette question-là. Le premier axe, c'est se renforcer dans le sens via un ajout extérieur, donc potentiellement un trade. Et le deuxième, ce serait plus qu'est-ce que tu fais avec l'effectif que tu as. Si on parle vraiment de se renforcer, notamment via un ajout extérieur, ça n'arrivera pas. Je pense pas que le Thunder et surtout Sam Presti, je pense pas que Sam Presti va rusher ou se précipiter dans un move au moment de la trade deadline. Déjà, Sam Presti fait très peu de trades en cours de saison. Il en fait beaucoup avant le début de la saison, mais une fois que la saison débute, il en fait quand même assez peu. Et puis le Thunder, alors oui, il y a des trade exceptions, il y a une trade exception de quasi 10 millions, puisque tu as bidouillé avec les Rockets cet été pour le contrat de Derek Favors. Donc potentiellement, tu pourrais encaisser un petit peu de salaire sans avoir trop à en envoyer, mais ça te ferait rentrer dans la luxury tax. Alors là, je pense que Clay Bennett, il a absolument pas envie de rentrer dans la luxury tax. En plus, voilà, il y a eu quelques rumeurs sur Rui Hachimura, pourquoi, enfin,
où soi-disant il était intéressé. Il y a la rumeur qui a un peu fait s'enflammer les gens, c'est la rumeur OG Anunoby, puisque nos amis de Toronto, de manière assez ironique, vont lancer un rebuild, en tout cas sont vraiment on the brink, pour dire en anglais, alors en français, je sais même pas comment. Sur la brique. Ouais, c'est on the verge, mais du coup on va pas traduire en français. Non, mais ils sont vraiment pas très, ils sont au bord du gouffre là, au niveau de savoir qu'est-ce qu'on fait, reconstruction, potentiellement s'armer. Enfin, ils sont vraiment dans une situation où ils sont à la croisée des chemins, si on peut dire ça. Ils sont à la croisée des chemins. Donc voilà, il y avait la rumeur OG Anunoby qui était, voilà, on va pas se mentir, l'ajout d'OG Anunoby au Thunder, il y aura une réelle upgrade, même si ça incluait potentiellement un trade de Lukensdorf, parce que OG Anunoby, vrai bon joueur, calibre Deepoy. Cette saison, il fait une très grosse saison. Il est leader en interception. Alors, c'est pas forcément, ça ne reflète pas forcément un bon défenseur les interceptions, mais c'est un très grand joueur, un très bon défenseur, capable de rentrer ses 3 points avec régularité, bon joueur de mi-distance, très bon joueur près du cercle. Mais voilà, le problème d'Oji Anunoby, c'est que déjà, il coûte très cher, puisque d'après les rumeurs, on parlerait de 3 firsts pour Oji Anunoby. Ça montre à quel point le marché des pics est déréglé. Et puis surtout, il n'a plus qu'1 an et demi de contrat, sachant qu'il a une player option d'ici 2 ans, mais je pense qu'il l'activera absolument pas. Donc oui, il y avait la rumeur OG Anunoby qui aurait pu faire sens dans le sens où 25 ans, même âge que Shai Gilgeous-Alexander, mais c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et il faut aussi pas oublier le fait que il ne faut pas rusher les étapes, comme ce qu'a pu faire Atlanta par exemple. Il ne faut pas que cette bonne saison soit un cadeau empoisonné. Il ne faut pas que tu vois cette saison et que tu te dises ok, il faut tout de suite que je fasse des moves pour essayer de gagner, sachant que faire venir OG Anunoby ne te ferait pas passer un palier immense en plus de ça. Pour revenir un peu sur cet aspect trade, déjà je suis d'accord avec toi que je pense qu'il va rien se passer. À part peut-être le seul qui serait potentiellement partant, ça serait Beasley, mais je vois même pas quelle valeur tu as et qu'est-ce que tu en ferais. Ce serait vraiment pour plutôt s'en débarrasser, plutôt pour te renforcer toi. Et au-delà du fait qu'il n'y en aura sûrement pas de mouvement, moi je veux pas qu'il y en ait concrètement, et je pense que c'est quelque chose qui est plutôt partagé par la communauté là qu'on a. Parce que, comme on l'a dit, ça se passe très bien cette saison, c'est archi satisfaisant, tu gagnes parce que ton groupe de jeunes commence de très bien jouer ensemble et s'exprime et voilà, créer quelque chose ensemble, et ça a bien plus de valeur que n'importe quel trade ou de faire ramener une star pour que gagner un petit peu de match. Ensuite, je vois pas qui on irait chercher concrètement. Voilà, certes, OG Anunoby c'est intéressant, mais est-ce que tu crames beaucoup d'assets pour 1 an de contrat de OG Anunoby? Je suis pas si sûr que ça. Disons que l'avantage du Thunder, c'est que si t'envoies 3 firsts pour OG Anunoby, il t'en reste 10 derrière, quoi. Donc c'est un privilège qu'on peu de franchises NBA, quoi. Mais pour moi, en termes salaire, en termes plein de choses, ça pose plein de questions derrière, et en fait, tu te mets dans l'urgence, comme tu l'as bien dit. Tu mets un petit peu le feu aux poudres parce que merde, faut que je sois compétitif, on est bon et tout, alors que t'as pas besoin. En fait, concrètement, là, ta trajectoire est toute tracée avec ce groupe-là. T'as Chet qui va s'ajouter l'année prochaine, t'auras d'autres pics de draft. L'année d'encore après, on en a 4 pics potentiellement. Donc là, si tu veux trader, t'auras de quoi faire. C'est surtout l'an prochain où c'est intéressant. Ouais. Donc vraiment, là, t'es dans une superbe trajectoire, et en fait, l'accélérer avec un ajout de ce calibre-là, ça pourrait tout détruire, entre guillemets. Peut-être que ça te permettrait d'accéder aux playoffs, etc. Mais ça pourrait aussi détruire à long terme un petit peu cet avenir que tu es en train de créer. Et on sait que c'est le long terme qui est visé, même si on gagne un petit peu maintenant. Et après, juste ajouter un pivot pour compenser les absences et le manque et tout. Je vois même pas qui t'irait chercher, je vois pas l'utilité. Et ensuite, moi, il y a une autre chose dont je voulais parler, on va en reparler après quand on parlera peut-être des rotations qu'on attend. Mais c'est que là, tu as des joueurs qui vont revenir de blessure. On l'a vu, il y a Ousmane Dieng là, qui vient de revenir depuis 2 matchs. Alors, c'est pas le joueur qui t'apporte le plus, mais potentiellement, tu dois le faire jouer pour le développer, parce que lui, dans le futur, peut-être qu'il sera un joueur qui t'apportera beaucoup et dont tu auras besoin dans quelques années pour être performant. T'as toujours Poku et JRE, il y a un moment, ça va se rapprocher un petit peu du moment où ils vont revenir. JRE, d'ailleurs, qui s'est vraiment pété la cheville, par contre, je pense, parce que c'est vraiment longtemps qu'il est out. JRE, il est absent depuis. C'est pas une entorse, quoi. Ils nous disent que c'est une entorse, c'est pas une entorse. Non, mais c'est du mytho, il s'est pété la cheville. Non, mais
Après, ouais, bref. Non, mais ça va être un débat plus large parce que les retours des absences, moi, enfin, le retour des absents, moi, j'ai quelques sources d'inquiétude. Mais, enfin, beaucoup, je suis même pas sûr que tu le revois d'ici la fin de saison, honnêtement. Tu penses? Faut voir comment se passe la rééducation, mais il s'est pété la jambe, si je dis pas de bêtises. Euh, C'était pour annoncé moi, un mois réévalué au bout d'un mois, réévaluer, non? mais ça veut pas dire Oui, non, retour. bien Pour moi, sûr. tu le revois pas avant minimum mi-février. Tu le revois pas avant au moins le retour de break. Je pense que JRE et Poku, tu les vois pas avant le break. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Peut-être Après, JRE, mais beaucoup, j'y crois pas. ils peuvent revenir pour 30 matchs, hein. Enfin, ça fait quand Parce que même. tu vois, Poku, Bon, il sera 25 réévalué après. dans 6 à 8 semaines. C'était le 28 décembre. Donc ça fait un mois pile. Il lui reste encore entre 2 et un mois pour être réévalué. Donc Poku, bref, en fonction de tes résultats, tu peux peut-être ne pas le revoir d'ici la fin de saison. Ou alors tu le reverras en mars. Mais février, je pense qu'il va falloir compter sans Poku. Par contre, JRE, ouais, bon, il était considéré en week to week il y a un mois de ça. Bon, bah, c'est plus du week to week, là, c'est du C'est month to month to month, month. là. Non, mais tu vois, bon, il y a peut-être potentiellement le retour de ces joueurs-là à inclure dans cette équipe-là. Et après, sur le papier, après à voir comment ces joueurs-là, s'ils reviennent, s'inscrivent dans ce collectif qui s'est créé là depuis quelques temps, etc. Mais sur le papier, un JRE et un Poku sont censés être meilleurs qu'un Jalen Williams, par exemple, tu vois, potentiellement. Mais après, à voir effectivement comment ils se font de là-dedans. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas envie que ça bouge, en fait. Et je vois pas pourquoi ça le ferait, je vois pas ce qui justifierait ça. Après, moi, je pense qu'on en reparlera plus tard, peut-être dans nos prédictions hautes, mais je suis pas forcément le plus attaché à ce qu'on joue. Enfin, je serais pas le plus déçu à ce qu'on loupe le play-in, par exemple. C'est pas quelque chose qui me perturbera si on est 11e ou 12e, vu avec 35 victoires. C'est pas quelque chose qui m'attristera plus que ça. Je me dis qu'on aura déjà fait une grande saison pour le développement de la franchise et dans la reconstruction. Et que déjà, ça permettra d'avoir des bonnes bases pour l'année d'après. Où là, pour le coup, vu la saison qu'on fait maintenant, on en reparlera plus tard, mais on pourra avoir des bonnes attentes par contre. Après, si tu fais que 35 victoires, ça veut dire que sur les Tu perds beaucoup. 32 matchs qui suivent, t'en gagnes que 11. Donc t'es en 11, 20, 21. Bon, ça piquerait un peu, hein, franchement. Non, attends, sur les 32, oui, 11, 21, c'est ça, tout à fait. Ça commencerait à piquer, hein, mais ouais, bah déjà, enfin, au niveau des trades, moi j'ai envie de dire, si OG Anunoby avait été disponible l'été prochain, là oui, j'aurais sérieusement réfléchi enfin, j'aurais sérieusement envisagé la possibilité de me positionner sur lui. Peut-être que Pascal Siakam sera disponible à l'été. Après, Pascal Siakam, je pense que il y a des équipes, enfin j'en ai déjà parlé, mais il y a des équipes genre Dallas qui vont très vite se positionner sur ce genre de joueur, Phoenix potentiellement, enfin bref. Mais oui, non, mais de toute façon, tu as une dynamique qui s'est établie avec ce groupe. Et ça exclut les gars qui ont été absents, donc j'ai Dieng et Poku. Euh, Après, là où j'ai des réserves, c'est que le Thunder est meilleur en devenant plus bizarre dans ses line-up. C'est que tu n'as pas défoncé tes équipes avec Mike Muscala en 5 qui prenait les minutes de Giro. Tu as défoncé les équipes quand tu avais envoyé un 5 où c'était chez Guidi, Dort, J-Dub et Kenrich Williams. Donc globalement, hormis Guidi, personne qui fait plus de 2 mètres. Quoi. Si J-Dub, il doit faire 2 mètres. Il doit dépasser... il doit faire 2... Oh, je sais plus. Il doit à peine dépasser les 2 mètres, J-Dub. Mais voilà, t'as défoncé tout le monde en lançant un vrai small ball, hein. On va pas se mentir, même si le front de courte avec chez Guidi est plutôt grand, dès que tu arrives à Loudort, ça devient très vite petit. Et c'est dans cette configuration que tu as été très bon parce que du coup la pace a explosé côté Thunder. On est la deuxième pace la plus élevée derrière les Warriors. Ça va être très drôle les 2 prochains matchs face à Golden State. Ça va courir absolument dans tous les sens. Non, on est cinquième, excusez-moi, ça a baissé. Bah, le match face aux Cavs, évidemment, les mecs jouent à 2 à l'heure, donc ça fait baisser ta pace. Les Warriors sont toujours premiers. Mais ça va courir, hein, globalement. Le Thunder, ça c'est peut-être un des reproches qu'on peut faire au Thunder, c'est que le Thunder, sur certains matchs, notamment les derniers, a du mal à imprégner son style de jeu et est souvent dépendant du style de jeu de l'adversaire. Mais oui, du coup, pour les line-up, t'étais meilleur en étant plus petit.
Et déjà, Déjà, J-Dub doit rester starter. Même si t'as Poku et JRE qui reviennent, J-Dub doit rester starter. En début de saison, t'avais Poku et JRE qui étaient titulaires au poste 4 et au poste 5. J-Dub fait une trop bonne saison rookie. Et d'ailleurs, c'est assez excellent de voir c'est assez satisfaisant de voir ce que fait J-Dub. C'est que match contre Sacramento et contre Indiana, il est vraiment horrible. Mais rien dedans. Défensivement, il est pas bon. C'était vraiment horrible. C'est peut-être ses 2 pires matchs de la saison. Et là, contre Atlanta et contre Cleveland, tout de suite, il réagit. Tout de suite, il se remet à avoir un impact offensif. Ça, c'est très satisfaisant. Ça pose du coup une question, c'est que qui tu fais starter quand les deux reviendront, sachant qu'avec le retour de Poku, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais théoriquement, si les deux sont disponibles, je suis quasi sûr que Mark Delnault va faire starter Poku au poste 5. Ouais, potentiellement, parce que là, tu sens qu'il le change souvent, son 5, notamment sur le poste 5, là, potentiellement, tu fais revenir Poku. Après, sur l'époque où il était pas blessé, Poku était titulaire, c'est pas indiscutable, mais tu sentais qu'il était en train de faire son trou sur les derniers matchs, et que c'était lui qui avait mérité le plus de minutes. Après, je suis d'accord avec toi que le small ball fonctionne très bien avec Kenrich qui fait un très bon mois, mais le line-up avec Muscala fonctionne très bien aussi, statistiquement en tout cas. Avec Oui, Muscala, mais c'est pas le plus utilisé. mais c'est pas le plus utilisé, c'est pas celui qu'on préfère, on va dire aussi, et celui qui finit les matchs souvent aussi. C'est pas celui-là qui finit les matchs souvent aussi. Disons qu'on est content de voir Mike Muscala, mais effectivement, c'est pas dans les dernières minutes. Disons que Mike Muscala, il est souvent utilisé comme joker, quoi. Alors que Kenrich, c'est des rotations un peu plus fixes. Ouais. Mais ouais, je sais pas, voir que quand un Poku revient, quand un Giro revient, comment tu gères ça. Pour moi, les quatre sur le backcourt et sur le début du frontcourt ne bougeront plus. Quand je vois, comme tu l'as très bien dit, Jalen Williams, ce qu'il peut apporter. Voilà, il y a des matchs où il passe à côté, il n'arrive pas à trouver son rythme et ses petits tirs en flotteur près du cercle, etc. Par contre, quand il se met à mettre dedans, à défendre, enfin, même contre Atlanta, la fin de match, il nous ramène presque tout seul. Mais il est Concrètement. énorme contre Atlanta, il met 24 points. Non, mais tu vois, il a vraiment apporté. Il y a en plus des actions un peu d'éclat, entre guillemets, qui apportent un peu de lumière. Là, t'as les deux gros. T'as les 3 points là contre les Cavs. Non, il y a énormément de choses. Et tu vois, même le tir, tu te dis au final, bon, on disait le tir est pas trop là. Là, il te plante 2 flèches à 3 points. Ouais, mais non. Le tir est non, pas mais... là, soyons honnêtes. Mais il n'y a rien de cassé. Non, tu peux être optimiste. Tu peux être optimiste. Mais par contre, il faut lui dire que c'est pas interdit d'aller sur sa droite quand il drive. Parce qu'il va tout le temps sur sa gauche. Sur sa gauche pour tirer main droite en reculant. Ouais, pour tirer main droite. Il fait un peu comme Josh Giddey. Il tire souvent main opposée du côté où il va driver. Mais c'est pas interdit d'aller sur ta droite, J-Dub. Mais bon, non, mais on est exigeant envers lui. Mais J-Dub, c'est là sur les 4 derniers matchs, c'est probablement en tout cas sur les 2 derniers, c'est le 2e meilleur joueur du Thunder. Ouais. Après, il y a Kenrich qui était bon là sur le dernier, mais Jalen est vraiment fort aussi. On a parlé un petit peu des line-up. Comment toi, du coup, tu gérerais les rotations sur cette fin de saison? On voit là, notamment hier, je crois que tu joues à 11. Parce que tu as du Dieng, parce que tu as du Man, parce que tu as Joe Wiggins qui start, parce que tu as Muscala, tu as Jalen. Enfin, tu as vraiment du monde qui sort du banc et que, en soi, t'as Beasley aussi. En soi, tu peux donner des minutes à chacun de ces joueurs, ils les ont plus ou moins mérités. Tu peux te dire, pour certains, c'est plus du développement, pour certains, que c'est plus utile, on va dire, à la compétitivité. Comment toi, tu gérerais ça? Est-ce que tu passes en mode Tom Thibodeau à 7 à 35 minutes chacun? Ou est-ce que... ou un Thibodeau aussi, hein. Mike D'Antoni, c'était quand même. C'est encore pire, mais c'était pire. Après, lui, il avait pas trop de banc, on va dire comme ça. Il y a des années, il a quand même Lou Williams et Eric Gordon en sortie de banc. C'est pas faux. Ah, mais Thibodeau, époque. Il a cramé D-Ross, quoi, on va dire comme ça. Ouais, non, mais effectivement, Thibodeau, il fait jouer 48 minutes Jimmy Butler en défense sur LeBron James. Bon. Et 48 minutes sans prolongation, c'est le gars est jamais sorti, quoi. C'était pas Game 7, c'était Game 2, Game 3, quoi. Mais c'est Thibodeau, c'est du Thibodeau comme on l'aime, ça. Ouais, mais les gens auront compris la compa, mais globalement, est-ce que tu passes en mode très réduit, playoff, on essaie de gagner le maximum de matchs en faisant jouer que les joueurs qui performent, ou est-ce que on garde une petite part de
d'ouverture de l'effectif, et une chose qui fonctionne plutôt bien depuis le début de saison au final, mais qui peut frustrer, notamment ces derniers temps. Ouais, bah, j'étais juste en train de voir, là, 2013, Jimmy Butler, sur 5 des 7 derniers matchs des playoffs, il joue 48 minutes. Il y en a un où il joue 46, et il y en a un où il joue que 31 minutes, mais parce qu'il y a moins 37, c'est une défaite à moins 37. Mais il joue quand même 30 minutes, alors qu'il y a moins 40, hein, mais bref. Non, bah, moi, tu me connais, de toute façon, tu sais très bien ce que je veux faire. Mon amour pour Mike D'Antoni ne date pas d'hier, hein, donc moi, ça tourne à 9. J'en ai rien à foutre. Ça tourne à 8 même s'il le faut. Hein, je m'en tape. Hein. Non, mais blague à part. Si j'étais coach du Thunder, ce que je ne suis pas, et heureusement parce que sinon on aurait des systèmes offensifs inexistants. Moi, je garderais mes 4, à savoir mes 4 fantastiques, on pourrait les appeler les 4 fantastiques, à savoir Guidi, Shea, Dort, J-Dub. En 5, je serais tenté de mettre Kenrich, même si quand il est titulaire, au final, il est pas aussi bon qu'en sortie de banc, j'ai l'impression. Alors après, je peux peut-être me tromper, mais là, de mémoire, comme ça, j'ai l'impression qu'il est meilleur off the bench que starter. Je vais regarder les stats, tu peux avoir ça, je pense. Je vais regarder, vas-y. Mais ouais, je peux. Et du coup, ça serait ma rotation, ce serait Joe, Wiggins et Muscala. Voilà, pour tourner à 8. Tu peux ajouter Jeline là-dedans. Alors après, c'est pour l'instant, hein, en l'état actuel, sachant qu'il n'y a pas, beaucoup, il n'y a pas JRE. Quand les deux reviennent, bon bah effectivement, tu fais starter JRE, et du coup, tu fais starter beaucoup. Du coup, en sortie de banc, tu fais Joe, Wiggins, Kenrich et JRE, comme ça tu tournes à 9. Ce qui pour moi est pas déconnant en rotation playoff. Bon, le problème c'est que y a Treman qui joue à un niveau cataclysmique, donc tu peux pas le faire jouer. Mais oui, si vraiment tu es en mode full compétitivité, tu peux pas faire meilleure rotation que ça, ou rotation qui est vraiment en accord avec ton objectif. Par contre, ce que je suspecte de Mark Daigneault de faire, c'est qu'il va rester dans cette situation un peu bâtarde où tu essayes de gagner des matchs, mais en même temps, tu as envie de donner des reps à Ousmane Dieng, à Treman, tu vas pas les abandonner. Donc, je pense que les 2 derniers matchs vont, en termes de rotation, ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs, je pense que ça va se traduire au moins jusqu'au All-Star Break. Alors, peut-être que il y a certains matchs où le Thunder va être un peu plus en galère et du coup il va peut-être ne pas tenter Ousmane Dieng, mais Treman il joue quasiment tous les matchs malgré le fait qu'il est vraiment mauvais. Donc oui, moi si j'étais coach, rotation à 9 et le développement, sachant que en fait le développement, ok, Ousmane Dieng jouerait pas, Treman jouerait pas, mais t'as quand même le développement de Guidi, le développement de J-Dub, le développement d'Azalea Joe, le développement d'Aaron Wiggins, etc., etc. Mais on va rester dans cette rotation à 11, 12, au moins jusqu'au All-Star Break. Alors j'ai les stats de Kenrich, starter et remplaçant. C'est assez proche, mais il est bien plus adroit quand il est remplaçant. Il est à 54% au tir et 43% à 3 points, contre 48% et 36%. Et à 20%, donc, effectivement, il est un peu plus adroit. Moi, alors, je comprends totalement l'aspect. Bon, vas-y, au moins sur les prochains matchs, jusqu'à peut-être on soit vraiment peut-être en playoff ou alors qu'on est lâché au classement. Je comprends totalement le fait que certains veulent passer en mode rotation réduite, on fait jouer que les bons, etc. D'ailleurs, contre Sacramento, si je me souviens bien, on s'en rapprochait un petit peu. Tu voyais que ça commençait c'était un gros match et que ça jouait. Je crois qu'on a tourné. Je crois qu'en gros, t'as 8 ou 9 joueurs qui ont joué la plupart des minutes, si je me souviens bien. Attends, je vais te retrouver ça. Mais moi, je resterais quand même plus d'avis et de rester dans ce que fait Mark Daigneault depuis le début de saison et qui semble faire sur les derniers matchs. Bon, on sait trop, mais en fait, ce qui fait ta force depuis le début de saison, c'est que tu arrives à garder tout le monde concerné. C'est que d'un match à l'autre, c'est pas forcément le même gars, bon, bien qu'il y ait des gars qui dominent et que ça soit nos cadres, mais c'est pas forcément le même gars qui va jouer ton rôle de Factor X. Une fois ça va être Joe, une fois ça va être Wiggins. Il y a des matchs où Jalen Williams, mine de rien, il a été plutôt efficace et plutôt bon, d'autres où il a été catastrophique. T'as des matchs où Bazley a fait tourner un peu la rencontre défensivement. Tu vois, t'arrives à avoir un peu tous tes gars qui sont concernés, qui peuvent peut-être sur un match ou sur un petit passage
et ben apporter la pierre à l'édifice, faire tourner une rencontre, surprendre un peu sur un line-up que les autres n'avaient pas forcément imaginé ou préparé. Et puis mine de rien, ça te permet quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de développer tout le monde. Parce qu'un Dieng, alors certes, il va peut-être pas te faire gagner des matchs cette fin de saison, par contre, il risque de t'en faire gagner dans les prochaines saisons, et peut-être que, allez, la centaine de minutes là que tu peux lui donner sur la fin de saison, si tu te fais un peu jouer, je me rends pas compte si c'est faisable 100 minutes ou si c'est très peu ou pas, mais c'est juste un exemple. Ah non, 100 minutes, ça fait 10 minutes par match. Ça fait 10 Ah. minutes par match pendant 10 matchs. C'est Ah pas oui, non, beaucoup, ça fait hein. peu en fait. Oui, non, bah, Ouais. les 1000 minutes, 300. peut-être Non, dans les 300 minutes, 300. on va dire les 300 minutes que tu vas le faire jouer, bah, peut-être que ça sera très utile pour lui, ça lui permettra déjà de se prendre mieux au rythme NBA, voilà, de progresser, mine de rien. Et ça peut avoir une importance dans le futur. Après, je suis d'accord que quand on voit le niveau d'un Treyman actuellement, c'est très compliqué. Il faut quand même que tu prennes du recul pour dire bon ok Treyman il faut pas abandonner maintenant, il faut continuer de lui donner sa chance, etc. Mais c'est vrai que bah, quand tu vois que les playoffs sont proches, que t'es à moins 3 dans le match et que t'as Treyman sur le terrain qui va te perdre un ballon ou autre, tu te dis bon ok j'aurais presque envie de jouer à la compétitivité, mais voilà, moi j'ai quand même tendance à être encore très patient. Est-ce que c'est que j'y crois pas ou est-ce que je suis encore pessimiste ou autre, je sais pas, mais j'ai tendance à me dire, bon, c'est cette année-là, ça va être juste. Par contre, les années d'après, l'expérience qu'on va acquérir en étant compétitif toute cette année, mais tout en faisant jouer tout le monde, ça sera vraiment un facteur clé, en fait, pour ton succès plus tard. Bah, euh, c'est difficile à dire parce que, bon, déjà, effectivement, contre Sacramento, si on compte le fait qu'il y ait 12 minutes, enfin, pour qu'un joueur soit considéré comme faisant partie de la rotation, il faut qu'il ait joué minimum 12 minutes. Contre Sacramento, tu tournes à 7. Puisqu'il y a Mike Muscala qui joue 11 minutes, Waters quand joue 7 et Trevan quand joue 7. Sinon, c'est Joe à 29 et Kenrich à 26 en sortie de banc. Donc, en fait, c'est compliqué parce que, ok, Ousmane Dieng, il a besoin de voir le terrain, mais si c'est pour ne pas toucher la balle, comme c'est le cas sur ces deux derniers matchs, et pour être une liability défensivement, je vois pas beaucoup ce que ça peut lui apporter. Défensivement, ça peut peut-être lui permettre d'éviter de faire des erreurs de rookie, mais offensivement, être dans le corner et attendre la balle, je vois pas trop ce que ça peut lui apporter. Défensivement, il va se mettre c'est individuel, hein. Enfin, après ils se font dans le collectif, etc. Mais là, pour le coup, ça vient de lui, ça viendra de lui s'il arrive à être compétitif. Offensivement, je suis d'accord que s'il est juste planté dans le corner, et qu'il prend un move de temps en temps, où il a une miette à 3 points, oui, c'est peut-être pas le mieux. Mais bon, déjà, au moins, il est sur le terrain, et t'as une expérience quand même supplémentaire. Après, rien ne l'empêche aussi d'aller faire des tours en G-League sur certaines périodes, je pense, tu vois. Bah, G-League, elle se termine bientôt, hein, si je dis pas de C'est vrai, bêtises. oui, en plus, ouais. Mais c'est là le vrai problème. Le vrai problème d'Ousmane Dieng, c'est qu'il s'est pété le poignet au pire moment possible. Il s'est pété le poignet au moment où on était en plein dans la saison de G-League, donc il aurait pu se taper 6 semaines de G-League ou d'aller-retour avec le Thunder. Et au moment où il y a eu la blessure de JRO et de Poku, il aurait pu jouer sa carte largement. Et au Parce moment où que il il y a était eu... bon aussi, d'ailleurs. Enfin, Oui, c'était son il a meilleur fait, Il a fait il 2 bons sort de son matchs. meilleur match contre Atlanta, ça y est, je vois des Oui, non, gens, ouais. je lis des trucs sur Ousmane Dieng, oui, son match contre T'as eu des bons Atlanta était flashs, très tu bon. vois. Oui, mais encore une fois, si on compare à Poku année 1, c'est sûr que c'est mieux, mais en même temps, il n'y a pas grand chose qui était pire que Poku année 1. Pour moi, c'est vraiment un rendez-vous manqué cette saison pour Ousmane Dieng, mais ça, c'est peut-être se projeter sur un éventuel podcast bilan de fin de saison, mais Ousmane Dieng s'est pété au pire moment possible, au moment où il aurait pu avoir vraiment du temps de jeu. Est-ce que les résultats du Thunder auraient été les mêmes si Ousmane Dieng avait joué 20 minutes tout le mois de janvier? Je pense pas. Soyons honnêtes, hein, c'est pas faire un jeu à Ousmane Dieng, c'est que quand t'as 19 ans, bah effectivement tu vas moins apporter que Aaron Wiggins qui a 23 ans, que Kenrich Williams qui a 28 ans. Et c'est là où moi ça me pose problème au niveau des rotations, pour revenir sur ça, c'est que Mark Denlow toute la saison a donné ses minutes au mérite. Là sur les deux derniers matchs, disons que contre Atlanta, second quart, tu prends déjà un premier bouillon avec... d'ailleurs, il faut qu'il arrête avec ce 5 là. Ousmane Dieng, Darius Bazley, Josh Giddey, Kenrich Williams et... Il m'en manque un. J-Dub, non? Ou Joe? Non, c'est pas Joe. Non, justement. Attends. Treman... Non, voilà.
Treman, Darius Bazley, Ousmane Dieng, Kenrich et Josh Giddey. Faut qu'il arrête vraiment avec ce line-up parce que t'as 3 gars qui offensivement font rien ou qui sont maladroits avec Treman, Ousmane Dieng et Darius Bazley. Et en plus, du coup, en faisant ça, en ayant 3 joueurs qui offensivement qui ne sont pas des facteurs offensivement, ça te casse la capacité de création de Josh Giddey. C'est-à-dire que Josh Giddey, bon, il est à 4 sur 22 depuis qu'on a fait son podcast sur lui, où on disait que c'était bien, il y avait de la progression à 3 Merci points. Josh, merci Josh. Voilà, c'est pour ça, je pense que quand on va faire notre pronostic à la fin du podcast, on va dire on va terminer 13e, comme ça on va pas porter le mauvais oeil à cette équipe. Et Ousmane Dieng, prochain match, en met 30, tu vois. Ouais, bon alors s'il met 30 points, je mange mon chapeau. Hein. Mais en tout cas, oui, je dis, ok, il est moins bon sur les derniers matchs, ok, il recommence à faire ses passes flashy là qu'il faisait plus depuis un certain temps, qu'il faisait en saison rookie, où c'est des ballons perdus, ça c'est énervant, vraiment, faut arrêter de faire ça. Mais ça ne l'aide pas d'avoir Ousmane Dieng et Darius Bazley et Treman, alors que il a Isaiah Joe avec lui. Il y a très peu de minutes où tu as Josh Giddey et Isaiah Joe sur le parquet ensemble. Parce que défensivement, c'est compliqué de faire coïncider les deux ensemble sur le parquet en même temps. Mais c'est sûr que les kick-out à Isaiah Joe, c'est pas les mêmes que les kick-out à Darius Bazley. Les lignes de drive, c'est pas les mêmes quand c'est Isaiah Joe qui te pose l'écran que quand c'est Treman. Donc oui, au niveau des rotations, et bref, pour revenir sur mon point, parce que j'ai divagué, sur les 2 derniers matchs, je trouve qu'il redonne des minutes, Mark Daigneault redonne des minutes à Treman, il redonne des minutes à Ousmane Dieng, alors qu'ils sont pas bons. Et pour moi, limite, tu peux les faire jouer dans le second quart, tu vois, un peu comme ce que faisait Billy Donovan, ou comme ce que faisaient pas mal de coachs aussi il y a de ça quelques années. Encore, quoique c'est depuis 1 ou 2 ans, c'est moins le cas, mais tu fais jouer tes gars dans le second quart, t'élargis un peu ton banc début de second quart. Par contre, 4e, tu restes sur ton socle. Tant pis, il joue 6 ou 7 minutes dans le second quart. Par contre, dans le 4e, quand ça commence à devenir trop serré, tu peux pas te permettre les 3 minutes où il se passe rien offensivement pour le Thunder et où tu prends le bouillon défensivement. Là, on arrive sur des matchs coup près. Il y a beaucoup de matchs du Thunder qui se jouent à quelques possessions. Tu regardes Atlanta, même Sacramento, ça peut basculer sur 1 ou 2 possessions. Tu ne peux pas te permettre d'avoir 3 minutes de trou. Voilà, c'est déjà pas mal, monologué, mais après, au niveau des rotations, juste pour conclure, pour résumer un peu ma pensée, c'est que Mark Daigneault, en début de saison, faisait beaucoup de récompenses de minutes en fonction de ton niveau de jeu. J'ai l'impression que là, il fait un peu moins. Mais encore une fois, après, ce que tu dis, c'est complètement vrai si tu penses que court terme. Tu vois, si tu penses que aux victoires de cette saison. Parce que, encore une fois, je suis d'accord avec toi que les minutes au 4e quart-temps, avec des line-up un peu, avec tes joueurs les plus faibles et qui performent le moins actuellement, c'est compliqué, ça peut te faire basculer un match dans le mauvais sens. Mais pour un Dieng, par exemple, puisqu'on en a pas mal parlé, c'est les minutes les plus formatrices, si je peux dire. C'est des minutes où l'intensité a augmenté au 4e, c'est serré, c'est des possessions importantes, c'est les minutes les plus formatrices aussi. Et je pense que, quand même, on peut pas se l'enlever d'un côté de la tête, Daigneault, Presti, etc., ils ont une vision long terme. Ça se voit que c'est pas que cette saison qui joue, loin de là. Tu vas, comme tu l'as dit, parce qu'au mérite, oui, Dieng il mérite pas, Man il mérite pas forcément pour l'instant, enfin voilà, tu mérites qu'ils ne sont pas là. Par contre, sur du long terme, t'as besoin de les faire jouer, encore une fois, hein. Plus qu'un Joe, plus qu'un Wiggins, plus qu'un Muscala, surtout, voilà, t'as besoin de les faire jouer. Donc, j'ai toujours cet aspect-là où, en fait, Dieng, il fait des mauvaises minutes pour l'instant, le retour est un petit peu dur, mais t'as besoin de le faire jouer, Après, il faut trouver juste milieu en le faisant trop jouer et en le mettant en difficulté, et que ça reste formateur. Pareil pour un Treman. Si au bout d'un moment ça devient beaucoup trop difficile, il perd totalement confiance, il faut trouver une autre solution. Mais pour moi, tu peux pas enlever ce facteur développement toujours d'un coin de ta tête, que ce soit dans tes rotations, dans tes objectifs de la saison, etc. Quoi qu'ils en disent, il y aura toujours ça dans un coin de ta tête pour moi. Ouais, mais justement, c'est que pour moi, le développement du Thunder, il se limite pas à Ousmane Dieng et à Treman. C'est que, tu vois, tu disais, oui, dans le futur, t'as plus besoin du développement de
d'Ousmane Dieng et de Treman que Isaiah Joe ou Aaron Wiggins. Mais moi, j'ai envie de te dire, on sait pas, hein. Non, Franchement. mais Alors oui, je dis ça dans le sens que tu as besoin potentiellement du développement de tout le monde. C'est surtout ça. oui, mais c'est ce que Donc j'allais tu dire. dois faire Ouais. jouer tout le monde. Oui, mais dans ce cas-là, tu fais, vas-y, ressors-moi Omoroui, qui joue Ah ouais, plus non. d'ailleurs, ressors-moi Lindy Waters. Enfin, il y a un moment où il faut faire des choix aussi. Être coach NBA, c'est faire des choix, hein. Ah, mais Voilà. Dieng, c'est ton choix 11. C'est un Ouais. choix 11. Enfin, mine de Ah bah rien. oui. Ah oui. T'as envoyé 3 firsts pour lui, Bah, on bien l'a sûr. déjà assez répété quand on a fait le podcast Live Draft, mais euh, je suis désolé, quand tu vois que Isaiah Joe il passe de 24 à 14 minutes parce qu'il faut donner 10 minutes à Ousmane Dieng, moi ça me dérange. Parce que, encore une fois, mais enfin, je suis pas en mode il faut absolument, c'est une catastrophe si on joue pas le play-in, il faut vraiment, faut 38 minutes à Shea, il faut en mettre 35 à J-Dub. Non, mais oui, je vais être honnête, quand je vois sur les deux derniers matchs, quand je vois Ousmane Dieng et Treman arriver sur le parquet, ça me fait chier. Parce que je vois, ou en tout cas ça me frustre, ça me fait chier, c'est un peu gros comme mot, mais gros mot, lol. Mais non, non, mais c'est je. Oui, parce que je vois Aaron Wiggins et que je vois les très bonnes choses que montre Aaron Wiggins sur les. Dès qu'il joue, en fait. Enfin, il y a un moment, faut être honnête, c'est que Aaron Wiggins, bon, ok, il joue pas tout le temps, mais dès qu'il joue, il montre quand même de très bonnes choses. Isaiah Joe, il a quand même fait 2 matchs de suite à 7 sur 11 à 3 points. Voilà, on n'était pas les plus grands fans de Joe. Bon, là, faut quand même constater que il aurait potentiellement le niveau pour être invité au concours à 3 points dans le All-Star Weekend. Il va peut-être Parce y qu'il être, a hein. joué. Peut-être. Après, est-ce qu'il a la répute? Ça m'étonnerait. Mais il peut y être. En tout cas, il peut légitimement en rêver. Mais voilà. Donc moi, ça m'embête. Ça m'embête aussi parce que il y a une dynamique qui s'est créée durant tout le mois de janvier et que le retour de ces absents, j'ai peur que ça crée une dynamique enfin que ça vienne casser un petit peu cette dynamique et ce Thunder qui tournait très bien. Après, là, on tourne, comme on l'a dit, un petit peu moins bien ces derniers matchs. Ah, par contre, je suis complètement d'accord que ta dynamique peut être brisée par des retours d'absents que tu dois potentiellement faire jouer, que ce soit sur la réputation, sur la hauteur de leur choix, sur leur potentiel de développement, pour être vaste. Par une blessure, parce qu'on n'en a pas parlé, mais là, cette saison, niveau blessure, on a été très bien lotis. Bah, honnêtement, moi, tant que Shea et Guidi sont sur le terrain, pour moi, t'es Oui, bien mais loti. quand ton pick 2 ne débute même pas la Non, mais saison, il faut j'enlève relativiser le terme j'enlève de Chet, bien oui. loti. Oui, non, mais j'enlève Chet presque. Moi, je l'ai enlevé de l'équation pour cette année, en fait. C'est pour ça que je disais ça. Mais tu sais, sur des petites blessures, sur ces choses-là, Shea et Guidi, on y échappait pas mal. La Dort a loupé le dernier match, mais il va être de retour très rapidement. J-Dub, à part quand il s'était fait péter le visage, il était là presque tout le temps. Ah Tu bah vois, je oui, trouve. t'es là tout le temps. Ouais, donc tu vois, je trouve que au moins sur tes cadres, on va dire, un Joe a jamais été blessé, un Kenrich a pas trop été blessé. Donc tu vois, t'as été bien. Franchement, comparé à d'autres équipes où, bah oui, on l'a dit, il y a souvent des absents contre le Thunder, ils font reposer et tout. Bah ouais, nous on le fait pas en fait, parce que les mecs tiennent et pour une fois on peut jouer une saison pleine, ce qu'on n'a pas eu le droit d'avoir les 2 dernières saisons, au-delà du tanking ou autre, hein, il y avait des blessures. Mais tu vois, une petite blessure, en plus des retours des autres, etc., bah effectivement, ça peut changer ta dynamique, et même bah, le profil des joueurs est un peu différent. Tu joues pas forcément. Un Poku n'est pas identique à un Jalen Williams, un JRE est complètement différent de ces deux-là aussi. Tu vois, donc comment t'adaptes ça voilà, ça peut nécessiter un peu d'adaptation parce que tu avais trouvé ton rythme de croisière bah, sur ces derniers matchs et sur ces dernières semaines même, j'ai envie de dire, parce que ça fait un petit moment là qu'on tourne plutôt bien. Ouais, bref. Enfin, s'il faut chercher le tournant de la saison, c'est la victoire contre Memphis, sans Shea et Guidi, justement, pour parler des absents, mais eux étaient au complet. C'est ça qui m'embête un peu. Je comprends et je suis d'accord avec le fait que le Thunder a eu de la chance sur les blessures de son côté, puisque chez Gidius Alexander a loupé très peu de matchs, Guidi a loupé très peu de matchs. Après, voilà, chez Gidius Alexander, bah ouais, enfin, quand tu vois, quand tu lis les interviews et que le gars te dit cet été j'ai passé mon temps à travailler sur le physique, tu te dis bah oui, bah si t'as fait sur le physique, c'est peut-être aussi pour ça que tu loupes moins de matchs que ces 2 dernières années. Euh,
Mais oui, effectivement, le Thunder a été bien loti au niveau des blessures. Pour l'instant, on touche du bois, hein, parce que vu mon timing, notamment chez De Kebdo, c'est possible qu'on enregistre ce podcast et que demain, au moment où il va sortir, entre-temps, il y a une blessure qui soit annoncée. Et de l'autre côté, le Thunder a bénéficié de pas mal de matchs avec des superstars absentes, etc. Mais déjà, et c'est ça, c'est le point qui me fait un peu tiquer, c'est que d'une part, le Thunder n'a pas toujours gagné ses matchs. Oui. On rappelle que le Thunder a perdu 2 fois face aux Bucks sans Giannis Antetokounmpo. Le Thunder a perdu 2 fois face aux Pels sans Zion, sans Brandon Ingram. Et je crois que le premier, je suis même pas sûr qu'il y ait CJ McCollum. Donc voilà. Et de l'autre côté, le Thunder a battu les Pels sans Shea et Giddey. T'as battu les Celtics sans Shea. Donc voilà, t'as démonté les Celtics sans Shea. Donc voilà, pour moi, ça s'équilibre. De toute façon, voilà. Et puis rester healthy, c'est aussi une des qualités des équipes. Genre les Kings, bah ouais, les Kings, au total, ils ont loupé 60 matchs de moins que le dernier, enfin que l'avant-dernier en nombre de matchs total loupés. Bah ouais, résultat, ils sont 3e de leur conférence. T'as Sabonis qui tire un peu alors qu'il est blessé, enfin voilà, mais mine de rien, il joue et bien, quoi. Donc ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et mais c'est important de le souligner parce que je vois plusieurs fois où c'est mentionné, on a gagné contre eux, il manquait un tel, mais souvent on est presque moins bon quand il manque la star en face ou peut-être qu'on prend un peu plus à la légère, etc. On est aussi souvent moins bon contre les équipes faibles. Ça c'est quelque chose, cette année t'as déjà perdu contre les Rockets, contre les Hornets, contre Orlando, contre Détroit, enfin t'as perdu concrètement contre tous les plus nuls. Sauf les Spurs. Sauf les Spurs, ouais. Bon les Spurs, ouais. C'était chaud d'ailleurs. Ils sont pas plus nuls que les Rockets. Non, ils sont pas plus nuls. Alors, on dit ça au moment où on va les jouer 2 fois sur les 3 prochains matchs. Mais c'est une bonne transition. Mais c'est une bonne transition parce que peut-être pour voir où on risque de finir ou pas. Alors, si on analyse un peu le calendrier, ce que je déteste faire surtout à ce moment-là de l'année, parce qu'il va y avoir des mouvements, il va y avoir des équipes qui vont tanker, etc. C'est trop bien. Tu as le calendrier le plus facile restant selon. Et large. On va dire merci aux Rockets parce que ça se joue au pourcentage de victoire de tes adversaires et les Rockets sont bons derniers et on les joue encore 3 fois. Déjà la semaine prochaine, on refait ce truc dans une semaine où tu auras joué 2 fois les Rockets. Je pense que tu vas passer de 30 à 19. Mais je pense que toi et moi on partage un peu le même sentiment vis-à-vis de ça. On n'est pas forcément serein de ces matchs-là en fait. Les Rockets non. Non, mais tu vois, même contre Orlando, je sais pas, les matchs où tu sens, moi je suis plus serein quand t'as une victoire ou autre, donc encore une fois c'est le calendrier qui veut ça, mais voilà. Et après selon 538, qui est un très bon site US, alors selon les critères, t'as soit 21% de chance de faire les playoffs et tu finis à 39 victoires, ce qui est quand même 39 victoires que t'es même pas en play-in, donc c'est quand même c'est quand même cool. Je crois que t'es techniquement, là oui, effectivement, le dernier spot du play-in, il se joue quasi à l'équilibre. Ouais, c'est chaud quand même, 39 wins, t'es même pas 10ème. Bon. Sachant que l'an dernier, 36 victoires, tu dois être 8ème. Je crois que les Pels sont 8ème à 36 victoires. Non, ils sont 9ème à 36 victoires. Et d'ailleurs, avec 39 victoires, tu finirais 7ème pire bilan de la ligue. C'est exceptionnel. Cette prévision-là est folle. Et sur l'autre critère, alors on va pas préciser, mais il y a 2 critères, en gros, il y a deux classements. Tu finis à 43 victoires et pour le coup, t'as 67% de faire les playoffs. Comment tu te situes toi vis-à-vis de ça, de ce calendrier et de ces chances de faire les playoffs ou pas? Est-ce que t'es optimiste peut-être sur le fait qu'on ait un match à très gros enjeux en fin de saison? Ou plusieurs d'ailleurs. Moi optimiste? Non, c'est impossible. Est-ce que t'y crois alors un petit peu? Ça fait 3 ans qu'on enregistre des podcasts, enfin ça va bientôt faire 3 ans, ça fait plus de 2 ans et demi. Non, les gens, si vous nous écoutez, vous savez que je suis pas optimiste et que moi globalement, j'ai déjà tweeté il y a de ça une dizaine de jours. Moi j'attends juste le moment où ça va redevenir à chier parce que là je suis vraiment en mode c'est incroyable ce qui se passe, c'est trop beau pour un fan du Thunder ce qui se passe. Il y a un moment où il va y avoir un retour à la réalité, on va se réveiller, je pense, on va se dire ah merde, on a perdu 14 des 15 derniers. Non, j'ai envie d'y croire, disons que j'ai envie d'y croire. Cette année vraiment c'est l'espoir, c'est comment dire, c'est pas que j'y crois mais j'ai envie d'y croire, j'ai de l'espoir, voilà. Et je pense que ce sera un peu le mot pour résumer cette saison, hormis quand on fera le bilan de fin de saison, hormis si tu perds 29 des 32 derniers, ce sera l'espoir, je pense.
ou la promesse. Parce que là, bon, le Thunder, enfin, ça c'est aussi un point sur lequel on peut débattre, c'est à partir de quand, et pour moi tu as déjà dépassé ce stade-là, à partir de quand tu dois mettre de côté les attentes ou les prévisions que tu pouvais avoir avant que la saison débute pour te concentrer sur ce que tu as vu sur le terrain. Parce que là, il y a un moment, ok, le Thunder, équipe la plus jeune de la ligue, machin, machin, mais le Thunder, si tu te concentres vraiment sur les 49 matchs, le Thunder est une menace pour le play-in. Il n'y a pas de débat, le Thunder est une équipe que tu ne dois pas négliger quand tu joues enfin, quand tu essayes de considérer les candidats pour le play-in. Il y a un moment où il faut pas se voiler la face, même si c'est pas l'objectif premier, t'es dans la course. Donc ensuite, euh, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais pour moi, les échéances à venir vont quand même être assez révélatrices de ta capacité ou non de pouvoir accrocher ce play-in, ou en tout cas de te réserver un post All-Star Break de gala avec potentiellement des objectifs assez élevés, ou potentiellement avec une fin de saison à objectif et à enjeu. C'est que là, globalement, d'ici le All-Star Break, tu vas jouer 8 matchs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu vas jouer 5 fois contre des mecs. Non, 4 fois, pardon. Non, 5 fois, j'ai raison. 5 fois contre des concurrents directs. Entre guillemets. Contre des concurrents directs au play-in. Puisque tu vas jouer le prochain match contre Golden State. Très important. Très important, puisque Golden State est en 25-24. Nous, on est en 24-25. C'est un match très important. Les deux face aux Rockets. Bon, tu vas perdre les deux, mais T'en perds au moins un. t'en perds au moins un, ça c'est sûr, t'en perds au moins un. Mais techniquement, si tu devrais prendre les deux, ce sera pas le cas, mais si la logique était respectée, ce sera pas le cas du Thunder, encore moins quand ça joue les Rockets, t'es censé les gagner. Mais ensuite, tu rejoues Golden State, et là tu fais un road trip de 3 matchs qui est quand même pas simple, où tu fais back-to-back Golden State Lakers. Déjà, jouer Golden State chez eux, c'est loin d'être évident, c'est loin d'être un cadeau. Et ensuite, le back-to-back à Los Angeles, où c'est potentiellement le match où LeBron va dépasser Kareem Abdul-Jabbar, c'est soit celui-là, soit le précédent. Donc en gros, tu as quasiment une chance sur deux pour que tu sois là. Alors si c'est contre nous, c'est bien, c'est qu'on va être en antenne nationale. Alors, au moins, tu as un match en antenne nationale gratuit, même si je pense qu'on en aura d'autres d'ici la fin de saison en fonction de nos résultats. Et ensuite, tu vas à Portland. Portland, c'est pas cadeau d'aller gagner à Portland non plus. Damien Lillard joue à un niveau irréel depuis quelques semaines. Mais voilà, déjà. Et ensuite, tu joues les Pels, potentiellement. Enfin, Brandon Ingram est déjà revenu. Zion va potentiellement revenir. Là encore, c'est pas cadeau non plus. Et on parlait du calendrier et du fait que le Thunder avait affronté beaucoup d'équipes blessées. Tu vas jouer 4 fois les Suns post-All-Star Break, sachant que Devin Booker sera revenu. Donc voilà, pour moi, Golden State 2 fois, Lakers, Portland et New Orleans, disons que si tu fais 3-2, c'est très bien. Si tu fais 2-3, tu peux t'accrocher. Si tu fais moins que 2-3, ça va commencer à piquer, notamment parce qu'il va y avoir des considérations de tiebreaker qui vont commencer à rentrer en jeu. Bah, tu vois, moi je suis pas forcément beaucoup plus optimiste que toi. J'ai l'impression que il y aura des équipes qui vont sur cette fin de saison être meilleures que nous, que ce soit derrière ou devant, même avec un Utah qui peut peut-être exploser encore. J'ai l'impression que tu vois un Portland par exemple va peut-être accélérer à la fin et tout. Là où pour moi notre prime de la saison c'était début janvier, tu vois, où on était vraiment super fort et tu vois j'ai l'impression qu'on a passé notre meilleure période et que nous là ça va devenir un peu plus compliqué tout en restant compétitif, hein, attention, mais ça va être un peu plus compliqué. Donc je suis pas forcément optimiste. Après par contre bien que je prône le développement de tout le monde, etc., il faut jouer jusqu'au bout. Donc là, on n'en a pas parlé de cet épisode, mais parce que ça rentre pas en compte du tout pour l'instant, mais on oublie le tanking, on oublie de faire reposer les gars, tant que tu peux essayer d'accrocher playoff play-in, tu essaies de les accrocher. Mais ouais, je suis pas forcément serein, parce qu'en fait, d'un côté, j'ai confiance en cette équipe qui se fait rarement blowout et qui... globalement sur les matchs assure à peu près contre n'importe quel adversaire, tu peux taper tout le monde, t'es tout le temps dans les matchs, etc. Mais j'ai tendance à voir en cette équipe aussi une équipe qui ne peut pas détruire l'adversaire. Tu vois, là je pense qu'on va le voir contre les Rockets, on devrait les ouvrir en deux, les Rockets qui peuvent pas nous défendre concrètement. Mais en vrai on va perdre au moins un match, c'est sûr.
c'est sûr. On va perdre les deux. Voir les deux, mais oui. Mais en fait, on devrait, tu vois, quand tu regardes les bilans, ou même, tu te dis les dynamiques collectives, les dynamiques des équipes, tu te dis, bon, bah ça, on devrait gagner les deux pour pouvoir prétendre à quelque chose, mais tu sais que tu vas en lâcher au moins. Tu vois, toi et moi, on est d'accord là-dessus. Et tu vois, du coup, je suis pas forcément serein sur la suite de la saison. Sur des confrontations directes, j'ai l'impression que il y a des équipes qui vont faire plus ressortir nos faiblesses, tu vois. Comment on va défendre un LeBron qui actuellement est très chaud, tu vois, j'ai du mal à voir. Comment on va défendre sur les Pelicans, tu l'as dit, s'il y a Zion, Phoenix, s'ils reviennent fort, etc. Tu vois, j'ai l'impression que petit à petit aussi, les équipes vont nous avoir scouté et comprendre qu'il faut nous empêcher de driver ou nous limiter là-dessus. Et que ça va être de plus en plus difficile cette saison. Alors ça va rester compétitif, on va rester au contact, je pense, des équipes du play-in un petit moment, mais je pense que ça va être trop juste pour ces raisons-là, et où ton prime, tu l'as peut-être passé sur la saison, en fait. T'as des équipes qui vont peut-être monter en puissance, là où toi, tu vas stagner et être un peu sur courant alternatif, t'auras des gros matchs, et d'autres où ça va être plus compliqué. Ah, mais après, enfin, C'est Portland, que mon sentiment, après, ça se trouve, c'est pas du tout vrai, ce sera l'inverse, hein, mais... non, mais ça peut être vrai, mais moi je suis en partie d'accord avec ça. Mais Portland, ils ont débuté en 10-4, hein. Tu peux avoir le raisonnement de dire, bah, leur prime c'était le début de saison, et c'est depuis vrai. ils sont en 23-25, donc ils sont en 13-21 depuis. Donc voilà, les Lakers, oui, sont potentiellement à surveiller, mais est-ce qu'ils vont. Là, ok, LeBron est grave focus parce qu'il y a le record de Karim, mais est-ce que quand il va. Il y a le retour d'Anthony Davis, il y a l'ajout de Rui Hachimura, comme si ça allait. Bon, après, non, je dis rien parce qu'il est capable de nous en mettre 30, mais Oui, ça va pas non typiquement, plus. lui, il peut nous en mettre 30 en plus, je Ça va, pense. oui, bah, bien sûr. Mais ça va pas révolutionner le niveau de jeu des Lakers, c'est surtout le retour d'Anthony Davis. Mais est-ce que LeBron, quand il aura passé Karim Abdul-Jabbar, inconsciemment, il y aura pas un petit peu de relâchement aussi, peut-être. Mais bref, le point pour moi que je retiens, enfin, il y a deux points. Le premier, c'est que je vois le calendrier, le Thunder est maître de son destin. C'est-à-dire que tu n'as pas, j'en ai parlé quand j'ai évoqué le nombre de défaites tout à l'heure, tu n'es pas dépendant des autres résultats sur le parquet. Tu vas jouer Golden State 4 fois, tu vas jouer Utah 4 fois, tu vas jouer Phoenix 4 fois, tu vas jouer les Clippers 2 fois, tu vas jouer Portland 2 fois, tu vas jouer Sacramento 2 fois. Tu es. Si tu bats ces équipes-là, bah tu y es quoi. C'est juste, faut battre ces équipes-là. C'est juste, t'es pas en retard et t'as besoin d'un coup de pouce venant d'autres équipes. T'as besoin d'une série de défaites venant d'une autre équipe pour y être. Tu vas jouer les équipes avec qui tu es en concurrence. Donc, faut les battre. Je dis pas que ça va arriver, mais je dis que t'es maître de ton destin en tout cas. Et le deuxième point, c'est là où je serais un poil plus optimiste que toi, c'est que notamment la victoire contre Denver et même un peu celle contre Cleveland, ok c'est moche, mais il y a un côté, pas grit and grind parce que sinon Tom va me taper sur les doigts, mais il y a un côté grind de tes victoires dans le sens où, ok, c'est pas des blowouts comme c'était le cas il y a 2 semaines, mais tu les gagnes. Et tu les gagnes parce que ta défense se resserre au bon moment, elle fait des stops au bon moment, t'as 2-3 shoots clutch qui tombent au bon moment aussi. Donc, et on revient au point auquel enfin, on revient sur le point que tu mentionnais tout à l'heure, c'est que pour moi, l'attaque ne sera pas autant en feu que ce qu'elle était sur le début janvier. Et si le Thunder venait potentiellement à arracher ce play-in spot, ça viendra de ta défense. Et tu dois continuer à avoir une défense qui te permet de rester dans les matchs. Parce que si tes 32 prochains matchs, tu en as 21 où tu défends contre Atlanta, tu ne seras pas au play-in. Si sur tes 22 prochains matchs, enfin si sur tes 32 prochains matchs, tu en as 21 où tu défends comme la seconde mi-temps face aux Cavs, tu y seras. Donc pour moi, le facteur décisif du Thunder, ce sera d'une part les blessures, de deux, on l'a pas trop mentionné, mais qui va step up à côté de Shai Gilgeous-Alexander? C'est que là, on a un Josh Giddey qui est un peu moins bien, on a un J-Dub qui du coup se met un peu plus en avant, mais tu sens que Shai sur les 4 derniers matchs, il a un peu revêtu la cape de super-héros parce que c'est compliqué autour, même s'il est exceptionnel, hein. Attention, les 4 matchs de Shai Gilgeous-Alexander, c'est vraiment incroyable. Mais ouais, pour moi, ça va être vraiment éviter les blessures. Qui va step up à côté de chez? Et troisième truc, continue à avoir une défense top 8 de la NBA. Ça, je suis d'accord que les victoires récentes là dans le clutch, ça peut te dire que tu peux aller chercher quand même quelques matchs un peu serrés, un peu à l'arrache.
Ouais, ça je C'est suis des d'accord avec victoires toi. moches, mais c'est des victoires Ouais. qui peuvent être importantes en fin de Ouais, saison. qui vont compter. Non, ça je suis d'accord avec toi. Après, par contre, je suis encore plus d'accord avec toi sur le fait que l'attaque, il y a un moment, ça va peut-être ralentir un petit peu et que tu devras reprendre ta défense pour être performant. Bon, Constant, on a fait un petit peu le tour de cette situation actuelle et de ce qui est à venir pour OKC. Dans tous les cas, on va avoir une fin de saison passionnante parce que ça va sûrement jouer dans les derniers matchs, hein, cette course au play-in, play-off. Donc ça va être passionnant à suivre tout le long. Donc n'hésitez pas. Alors peut-être pas pour nous, mais pour Ah, la conférence Ouest, oui. en tout cas, oui, pour toute la conf Ouest, oui, ça c'est sûr. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, Instagram, Twitter. Allez voir régulièrement sur notre site web ce qui se passe. Et regardez les matchs du Thunder, parce que là, on prend plaisir à les regarder actuellement, quand même. Et voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et sur ce, salut, à bientôt. Salut.